Léa, la jumelle intrépide, prend la place de sa sœur pour faire payer les brutes. Manon était une jeune fille fragile de 17 ans dont la vie n'avait été qu'épreuve. Par une froide soirée d'automne, elle trébucha dans l'épaisse forêt entourant Saint-Germain-en-Laye, sa ville natale. Son uniforme scolaire était déchiré, pendant sur sa petite silhouette comme des haillons. De sombres ecchymoses couvraient ses bras et son visage, racontant une histoire de violence qu'aucun adolescent ne devrait endurer. Le sol de la forêt était impitoyable, alors qu'elle courait, ses pieds nus saignant à cause des pierres pointues et des brindilles cassées. Derrière elle, elle pouvait encore entendre le rire en écho de ses bourreaux, un son qui hantait ses rêves depuis des mois. Sa respiration était saccadée, chaque inspiration envoyant des douleurs aiguës à travers ses côtes où elle avait été frappée à plusieurs reprises. Alors qu'elle atteignait ce qu'elle pensait être la sécurité, le pied de Manon se prit dans une racine d'arbre exposée. Elle dévala un talus escarpé, son corps heurtant des rochers et des branches. Quand elle finit par s'immobiliser au fond, elle pouvait à peine bouger. Avec sa dernière once de force, elle murmura un appel à l'aide avant que les ténèbres ne la consument. Manon se réveilla à l'hôpital Saint-Louis le lendemain matin. Les murs blancs stériles et le matériel médical émettant des bips contrastaient fortement avec son cauchemar. Son corps était douloureux, et quand elle essaya de parler, seul un murmure rauque sortit. L'infirmière Béatrice l'avait surveillée toute la nuit. Le docteur Durand expliqua qu'un jogger l'avait trouvée inconsciente et avait appelé les services d'urgence. Manon avait subi une commotion cérébrale, plusieurs côtes cassées et d'innombrables ecchymoses. Les blessures physiques allaient guérir, mais le traumatisme émotionnel était écrit sur son visage. À l'extérieur de sa chambre, l'inspecteur Lemaire parlait avec son partenaire, l'inspecteur Dubois. Ils enquêtaient sur des incidents de harcèlement au lycée de Saint-Germain-en-Laye, et le cas de Manon semblait le plus grave. Le schéma était toujours le même. Des filles populaires ciblaient quelqu'un qu'elles percevaient comme faible, intensifiant le harcèlement jusqu'à ce que quelque chose de terrible se produise. Les parents de la gamine, demanda Dubois, jetant un coup d'œil à la petite silhouette de Manon dans le lit d'hôpital. La mère est décédée il y a 3 ans. Le père travaille à l'étranger dans le bâtiment. On n'a pas pu le joindre, mais les voisins disent qu'il est absent de sa vie depuis la mort de la mère, répondit le maire, feuilletant son bloc-notes. Quand Manon retrouva la force de parler, l'inspecteur Lemaire entra avec un sourire doux. Il se présenta et expliqua qu'il était là pour l'aider, mais Manon resta silencieuse, les yeux fixés sur le plafond. Chaque fois qu'il lui posait des questions sur l'incident, elle fermait les yeux et se détournait. Leur conversation fut interrompue par Madame Moreau, la professeure principale de Manon, au lycée de Saint-Germain-en-Laye. Elle entra dans la pièce avec autorité, disant immédiatement à l'inspecteur que Manon avait besoin de repos et ne devait pas être interrogée. Il y avait quelque chose dans le ton de Madame Moreau qui rendait le maire suspicieux. Cela ressemblait moins à de l'inquiétude qu'à empêcher Manon de parler. Alors que le maire se préparait à partir, il remarqua 3 femmes bien habillées dans le couloir. Il les reconnut des réunions parents-professeurs, Madame Sophie Dupont, Madame Isabelle Lefebvre et Madame Chantal Mercier, les mères des filles signalées à plusieurs reprises pour harcèlement. Les femmes s'approchèrent de Lemaire avec une confiance que seule la richesse et le statut social pouvaient fournir. Madame Dupont, dont le mari était conseiller municipal, prit la parole en premier. « Inspecteur, nous comprenons qu'il y a eu un malentendu impliquant nos filles. Nous sommes ici pour nous assurer que cela ne dégénère pas inutilement. Vos filles ont appelé Manon pour la rencontrer dans la forêt, déclara le maire directement. Elle a fini hospitalisée avec de graves blessures. » Madame Lefebvre rit d'un ton méprisant. « Inspecteur, vous êtes dramatique. Les filles avaient juste une réunion entre adolescentes. Manon a dû avoir un accident en se promenant. » Madame Mercier ajouta « Nos filles sont de bonnes filles. Elles ne feraient jamais intentionnellement de mal à personne. Peut-être que Manon cherche à attirer l'attention. » Le maire sentit sa patience s'épuiser. Ces femmes protégeaient clairement leurs filles, utilisant leur position sociale comme un bouclier.
Avant qu'il ne puisse répondre, la voix faible de Manon se fit entendre depuis le lit. « S'il vous plaît, partez » murmura-t-elle. « Je veux juste me reposer. » Après cette rencontre, Madame Moreau rencontra le proviseur Garnier dans son bureau. Le proviseur, plus préoccupé par la réputation de l'école que par le bien-être des élèves, arpentait son bureau. « C'est une catastrophe qui attend d'arriver », dit Garnier nerveusement. « Si le mot se répand qu'il y a eu un autre incident de harcèlement grave, le conseil d'administration de l'école me demandera ma tête. » Madame Moreau acquiesça. « Je pense que la meilleure solution serait de transférer Manon dans une autre école une fois qu'elle aura récupéré. Pour sa propre sécurité, bien sûr. » « Bien sûr, » répondit Garnier, bien qu'ils sachent tous les deux que la vraie raison était de protéger l'image de l'école et l'avenir des brutes, dont les parents faisaient des dons substantiels. 3 semaines plus tard, Manon sortit de l'hôpital. Malgré les multiples tentatives de l'inspecteur Lemaire pour obtenir sa déclaration, elle resta silencieuse. Sans preuve concrète ni victime disposée à témoigner, l'affaire fut transférée à la conseillère d'orientation de l'école et les filles responsables ne reçurent que des avertissements. La première nuit de Manon de retour dans son appartement vide fut accablante. Le silence était assourdissant, seulement interrompu par le tic-tac de la vieille horloge murale de sa mère. La solitude pesait sur elle comme un poids physique, et de sombres pensées commencèrent à s'insinuer. Elle se retrouva dans la salle de bain, fixant son reflet, envisageant de mettre fin à sa douleur de manière permanente. Au moment où elle était sur le point de prendre une décision irréversible, on frappa doucement à sa porte. Manon ouvrit et trouva une femme d'une trentaine d'années avec des yeux doux et un sourire gentil. Elle se présenta comme le docteur Émilie Bernard, une psychologue spécialisée dans l'aide aux victimes de traumatisme. « J'ai travaillé avec de nombreux élèves comme vous, Manon, » dit le docteur Bernard, assise dans le petit salon. « Je sais à quel point tout semble sombre en ce moment, mais vous n'êtes plus seule. » Contrairement à d'autres qui avaient essayé d'aider, le docteur Bernard ne traita pas Manon comme une victime fragile. Elle avait survécu à ses propres expériences traumatisantes et comprenait les émotions complexes liées au harcèlement. Elle n'offrit pas de platitudes vides, mais fournit à Manon des outils pratiques pour faire face au traumatisme. « La douleur que vous ressentez est valable, » expliqua le docteur Bernard lors d'une séance. « Mais la laisser vous consumer ne la fera pas disparaître. Parfois, la meilleure guérison vient de la reprise de contrôle de votre récit. » Alors que Manon commençait lentement à s'ouvrir sur ses expériences, le docteur Bernard écouta sans jugement. Elle ne poussa pas Manon à revivre des événements traumatisants, mais l'aida à comprendre que son silence donnait à ses bourreaux du pouvoir sur sa vie. Le jour où Manon devait retourner à l'école, elle reçut une visite inattendue. Chloé Dupont, la meneuse du groupe qui l'avait tourmentée, se tenait à sa porte avec un faux sourire et un nouvel uniforme scolaire dans ses mains. « Je pensais que tu pourrais en avoir besoin, » dit Chloé, tenant l'uniforme. « Comme ton ancien est devenu un peu sale. » Manon fixa la fille qui avait orchestré des mois de harcèlement, notant l'absence totale de remords dans ses yeux. Chloé continua. « J'espère que tu comprends qu'il est préférable pour tout le monde que tu oublies ce qui s'est passé. Tu ne voudrais pas que les choses empirent, n'est-ce pas ?» La menace était claire, et Manon sentit la peur familière monter dans sa poitrine. Mais alors que Chloé se tournait pour partir, elle s'arrêta et ajouta avec un sourire cruel « Honnêtement, Manon, tu serais probablement mieux si tu n'avais pas survécu à cette chute. » Après le départ de Chloé, le docteur Bernard arriva pour leur séance prévue. Elle avait entendu la conversation depuis le couloir et vit l'impact que cela avait eu sur Manon. Au lieu de l'emmener au cabinet de la thérapeute, le docteur Bernard emmena Manon dans son propre appartement, un espace chaleureux et accueillant, rempli de livres et de plantes. « Tu vas rester avec moi pendant un certain temps, » dit fermement le docteur Bernard. « Pas de discussion. Tu dois être quelque part en sécurité pendant que nous travaillons sur ça. » Cet après-midi-là, Manon décida de visiter l'ancien quartier de sa mère, un endroit où elle n'était pas allée depuis les funérailles.
Alors qu'elle descendait les rues familières, les souvenirs affluèrent. Le rire de sa mère, l'odeur de sa cuisine, la façon dont elle tressait les cheveux de Manon avant l'école. Le chagrin était toujours accablant, mais il y avait aussi un étrange sentiment de paix. Alors qu'elle se tenait devant l'ancien immeuble de sa mère, Manon remarqua une fille de son âge qui marchait vers elle. La ressemblance était frappante. Elles auraient pu être jumelles. La fille avait les mêmes cheveux noirs, les mêmes traits du visage, même la même petite corpulence. Mais là où Manon se tenait les épaules voûtées, cette fille se déplaçait avec confiance et détermination. Manon s'approcha de la fille, espérant engager la conversation, mais l'étrangère la regarda de haut en bas avec dédain et s'éloigna sans un mot. Il y avait quelque chose dans cette rencontre qui semblait significatif, bien que Manon ne puisse pas tout à fait comprendre quoi. Plus tard dans la soirée, le docteur Bernard trouva Manon assise sur son balcon, regardant les lumières de la ville. « J'ai vu une fille aujourd'hui qui me ressemblait exactement, » dit Manon doucement. « C'était comme me regarder dans un miroir, mais elle semblait si forte, si sûre d'elle. » Le docteur Bernard s'assit à côté d'elle. « Parfois, quand nous traversons des moments difficiles, nous fantasmons sur le fait d'être quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui peut gérer les défis auxquels nous sommes confrontés. » Au cours des jours suivants, Manon se surprit à penser davantage à la fille confiante qu'elle avait vue. Dans son esprit, elle commença à créer toute une histoire pour elle, une sœur jumelle qui avait été séparée d'elle à la naissance, qui avait grandi dure et débrouillarde, qui ne laisserait personne la malmener. Elle imaginait cette sœur jumelle qu'elle commença à appeler Léa, vivant une vie complètement différente. Alors que Manon avait été protégée et traumatisée, Léa avait appris à se battre pour elle-même. Elle imaginait Léa comme intrépide, quelqu'un qui s'opposerait aux brutes et protégerait ceux qui ne pouvaient pas se protéger eux-mêmes. Alors que Manon se préparait à retourner à l'école, elle ressentit un étrange sentiment d'anticipation. C'était comme si Léa était avec elle, lui donnant une force et un courage qu'elle n'avait jamais possédés. Quand elle entra au lycée de Saint-Germain-en-Laye le lundi matin, ses camarades de classe remarquèrent quelque chose de différent dans son comportement. Au lieu de la posture voûtée et craintive qu'ils avaient l'habitude de voir, Manon se tenait droite. Ses yeux, qui étaient auparavant baissés, croisaient maintenant leurs regards directement. Certains élèves murmurèrent entre eux, surpris par la transformation. Quand Chloé et son groupe entrèrent dans la salle de classe, Manon ressentit un frisson de peur familier, mais il fut rapidement remplacé par autre chose, une colère froide et calculée. Alors que Chloé s'approchait de son bureau avec son expression habituelle de suffisance, Manon imagina ce que Léa ferait dans cette situation. « Eh bien, dit Chloé, assise sur le bord du bureau de Manon, « regardez qui a décidé de revenir à l'école. Comment te sens-tu, petite souris ?» Au lieu de se recroqueviller comme elle le faisait habituellement, Manon leva les yeux vers Chloé avec des yeux fermes. « Je me sens beaucoup mieux, merci de demander. » La réponse prit Chloé au dépourvu. Elle s'attendait à ce que Manon se recroqueville ou détourne le regard, mais au lieu de cela, elle fut accueillie par un regard inébranlable. « C'est bien, » dit Chloé, sa confiance vacillant légèrement. Au fur et à mesure que la journée avançait, Manon se surprit à canaliser la force qu'elle imaginait que Léa possédait. Quand l'amie de Chloé, Juliette, essaya de la faire trébucher dans le couloir, Manon esquiva en douceur et continua à marcher. Quand elles murmurèrent des commentaires cruels à son passage, elle ne tressaillit pas et ne réagit pas. À l'heure du déjeuner, les brutes étaient de plus en plus frustrées par le manque de réaction de Manon à leurs tactiques habituelles. Elles avaient l'habitude de la voir craquer, de la regarder s'enfuir en larmes. Cette nouvelle version de Manon les déstabilisait. Cet après-midi-là, pendant leur dernier cours ensemble, Chloé décida d'intensifier son harcèlement. Elle avait enregistré les précédentes crises de Manon sur son téléphone, les partageant avec d'autres élèves pour l'humilier davantage. Alors que Manon était assise tranquillement à son bureau, Chloé sortit son téléphone et commença à enregistrer. « Salut tout le monde !» dit Chloé à haute voix, s'assurant que sa voix portait dans toute la salle de classe. «
Regardez qui fait semblant d'être forte maintenant. Devrions-nous lui montrer ce qui arrive aux souris qui essaient de rugir? Manon sentit la panique familière monter dans sa poitrine, mais cette fois, quelque chose d'autre monta avec elle, une protection féroce qui semblait venir de Léa. Elle se leva lentement, sa chaise grinçant contre le sol, et se tourna pour faire face à Chloé. « Range ton téléphone » dit Manon, sa voix ferme malgré le tremblement de ses mains. Chloé rit, mais il y avait de la nervosité dans son rire. « Ou quoi? Tu vas encore t'enfuir en pleurant ?» Manon fit un pas en avant, et pendant un instant, c'était comme si Léa se tenait à côté d'elle, lui murmurant des mots d'encouragement. « J'ai dit, range-le !» La salle de classe était devenue silencieuse. D'autres élèves regardèrent la confrontation avec de grands yeux, n'ayant pas l'habitude de voir Manon se défendre. Même Madame Moreau, qui corrigeait des copies à son bureau, leva les yeux avec surprise. Chloé, réalisant qu'elle perdait le contrôle de la situation, décida d'utiliser son arme secrète. Elle sortit la vidéo qu'elle avait enregistrée lors du pire incident de harcèlement de Manon, celui qui avait conduit à son hospitalisation. « Peut-être que tu as besoin d'un rappel de ta place, » dit-elle, tenant le téléphone. Alors que la vidéo commençait à être diffusée, montrant Manon se faire pousser, donner des coups de pied et humilier tandis que le rire distinctif de Chloé résonnait depuis le haut-parleur, quelque chose à l'intérieur de Manon craqua. La pièce sembla tourner, et soudain, elle n'était plus Manon, elle était Léa, et Léa ne laisserait personne blesser sa sœur. D'un mouvement rapide, Manon attrapa le poignet de Chloé et le tordit, la faisant tomber le téléphone. Avant que Chloé ne puisse réagir, la main de Manon se connecta avec son visage dans une gifle sèche qui résonna dans la salle de classe silencieuse. « Ne recommence jamais, » dit Manon, sa voix prenant un ton plus dur, « à me toucher. » Chloé recula en titubant, sa main volant vers sa joue rougissante. Elle regarda autour de la salle de classe à la recherche de soutien, mais ne trouva que des visages choqués qui la fixaient. Pour la première fois de sa vie, c'était elle qui se sentait impuissante. Manon ramassa le téléphone et supprima la vidéo, puis regarda directement Chloé. « Si tu essaies de me blesser ou de blesser quelqu'un d'autre à nouveau, tu le regretteras. » Madame Moreau finit par retrouver sa voix et appela les deux filles devant la salle de classe. Mais alors qu'elles marchèrent vers son bureau, Manon ressentit une étrange déconnexion de ses actions. C'était comme si elle avait regardé quelqu'un d'autre s'opposer à Chloé, quelqu'un de plus courageux et de plus fort qu'elle ne pourrait jamais l'être. Ce soir-là, Manon était assise dans l'appartement du docteur Bernard, racontant les événements de la journée. Elle décrivit comment elle s'était finalement opposée à Chloé, mais elle en parla comme si Léa avait été là, l'aidant à trouver le courage. « J'avais l'impression que ma sœur jumelle était avec moi, » expliqua Manon, « comme si elle me donnait sa force. » Le docteur Bernard écouta attentivement, notant la façon dont Manon parlait de cette sœur imaginaire, comme si elle était une personne réelle. « Parle-moi davantage de cette sœur, » dit-elle doucement. Les yeux de Manon s'illuminèrent alors qu'elle décrivait Léa en détail, sa confiance, sa force, sa volonté de se battre pour ce qui était juste. Elle parla de la façon dont Léa avait vécu une vie différente, une vie où elle avait appris à être dure et indépendante. « Elle est tout ce que j'aimerais pouvoir être, » admit Manon. « Elle n'a peur de rien ni de personne. » Le docteur Bernard acquiesça pensivement. Elle avait déjà vu ça. Des victimes de traumatismes créant des personnalités alternatives pour faire face à des situations qu'elles se sentaient incapables de gérer elles-mêmes. Bien que cela puisse être un mécanisme d'adaptation utile à court terme, cela pouvait aussi devenir problématique si la personne commençait à perdre le contact avec la réalité. Au cours des semaines suivantes, le comportement de Manon devint de plus en plus erratique. Certains jours, elle redevenait elle-même, calme, craintive, cherchant du réconfort et de l'assurance. D'autres jours, elle incarnait Léa complètement, confiante, agressive, prête à combattre quiconque croisait son chemin. Les élèves de l'école commencèrent à remarquer les changements spectaculaires dans sa personnalité. Les enseignants rapportèrent
que Manon répondait parfois aux questions avec confusion, comme si elle ne se souvenait pas des leçons de la veille. Son écriture changeait, sa voix prenait des inflexions différentes et elle se référait parfois à elle-même, à la troisième personne. Le docteur Bernard essaya d'aider Manon à comprendre ce qui lui arrivait, mais Manon résista à toute suggestion selon laquelle Léa n'était pas réelle. Dans son esprit, Léa était la sœur dont elle avait toujours eu besoin, la protectrice qui la garderait à l'abri du danger. La situation atteignit un point de rupture quand Chloé, frustrée par son incapacité à reprendre le contrôle sur Manon, décida de prendre des mesures drastiques. Elle convainquit ses amis de l'aider à planifier une dernière confrontation, quelque chose qui remettrait Manon à sa place, une fois pour toutes. Elles s'arrangèrent pour rencontrer Manon dans la forêt où l'incident initial s'était produit, affirmant qu'elle voulait s'excuser et faire la paix. Manon, dans son personnage de Léa, perça la tromperie immédiatement, mais elle décida d'y aller quand même. Elle était confiante qu'elle pouvait gérer tout ce qu'elle prévoyait de faire. La confrontation dans la forêt fut violente et chaotique. Quand Manon arriva, elle trouva Chloé qui l'attendait avec 2 de ses amis, mais cette fois, elles étaient préparées à se battre. Elles avaient apporté des armes, des battes de baseball et des tuyaux métalliques, et elles avaient l'intention de finir ce qu'elles avaient commencé des mois plus tôt. Mais Manon, canalisant la force et la rage de Léa, se défendit avec une férocité qui surprit tout le monde, y compris elle-même. Elle réussit à désarmer l'un des agresseurs et à retourner l'arme contre eux. Dans le feu de l'action, elle perdit complètement le contrôle, et Léa prit le dessus entièrement. Quand la police arriva, elle trouva Chloé inconsciente et saignant, tandis que Manon se tenait au-dessus d'elle avec une batte de baseball à la main. Ses yeux étaient sauvages, et elle semblait parler à quelqu'un qui n'était pas là. « Elle le méritait », dit Manon, mais sa voix portait le ton dur de Léa. Elle méritait tout ce qu'elle a eu. L'inspecteur Lemaire, qui avait enquêté sur l'affaire initiale, arriva sur les lieux peu après. Il reconnut immédiatement Manon, mais quelque chose dans son comportement était complètement différent de la fille effrayée qu'il avait rencontrée à l'hôpital. « Manon, dit-il prudemment, s'approchant d'elle, les mains levées. « J'ai besoin que tu poses la batte. » Manon le regarda avec des yeux qui semblaient appartenir à une étrangère. « Manon n'est pas là en ce moment, dit-elle. Je suis Léa. » Le maire sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il avait déjà vu des cas de troubles dissociatifs de l'identité, mais jamais chez quelqu'un d'aussi jeune. « D'accord, Léa, dit-il, jouant le jeu. Peux-tu me dire ce qui s'est passé ici ?» La version des événements de Léa était détaillée et sans excuse. Elle décrivit comment Chloé et ses amis avaient prévu d'attaquer Manon, comment elle était intervenue pour protéger sa sœur, comment elle s'était défendue avec tout ce qu'elle avait. « Manon est trop faible pour se défendre, » expliqua Léa. « C'est pourquoi elle a besoin de moi. Je suis la forte. » À l'hôpital, Manon fut évaluée par une équipe de psychiatres et de psychologues. Le docteur Bernard fut appelé pour fournir des informations sur le cas de Manon, et elle expliqua le développement progressif de la personnalité de Léa au cours des dernières semaines. « Elle a vécu un traumatisme grave, » dit le docteur Bernard à l'équipe médicale. « Le harcèlement, l'isolement, le manque de soutien familial, tout cela a contribué à ce qu'elle crée cette identité alternative comme mécanisme d'adaptation. » Le psychiatre en charge du cas de Manon, le docteur Martin, acquiesça sombrement. Le trouble dissociatif de l'identité se développe souvent en réponse à un traumatisme, en particulier chez les jeunes. La personnalité de Léa représente tout ce que Manon pensait qu'elle devait être pour survivre. Quand Manon était lucide et présente en tant qu'elle-même, elle avait peu de souvenirs de la confrontation dans la forêt. Elle se souvenait d'être allée rencontrer Chloé, mais tout ce qui s'était passé après était flou. Elle était confuse et effrayée par les récits de ce qui s'était passé, incapable de concilier les actions violentes avec sa propre nature pacifique. « Je ne ferai jamais de mal à personne », insista Manon lors de son évaluation psychologique. « Je ne comprends pas de quoi tout le monde parle. » Mais quand Léa émergeait, elle était fière de ce qu'elle avait fait. Elle ne montrait aucun remords pour avoir blessé Chloé, et elle indiqua clairement qu'elle le referait si nécessaire pour protéger Manon.
Le système juridique eut du mal à savoir comment traiter le cas de Manon. Elle était clairement malade mentalement, mais elle avait aussi commis un crime grave. Le fait qu'elle ait agi en état de légitime défense compliqua encore les choses, tout comme l'histoire de harcèlement qui avait conduit à la confrontation. En fin de compte, Manon fut placée dans un établissement psychiatrique sécurisé pour y être soignée. Le docteur Bernard continua à travailler avec elle, l'aidant à comprendre le lien entre son traumatisme et le développement de sa personnalité alternative. Le traitement fut long et difficile. Manon dut affronter non seulement le traumatisme qui avait conduit à la création de Léa, mais aussi les actions que Léa avait entreprises en son nom. Elle dut apprendre à intégrer les deux aspects de sa personnalité, le côté doux et attentionné et le côté fort et protecteur, sans se perdre dans le processus. Le docteur Bernard utilisa une combinaison de thérapies traditionnelles et de techniques innovantes pour aider Manon à guérir. Elles travaillèrent à traiter le traumatisme original, à construire des mécanismes d'adaptation sains et à développer un sens plus fort d'elle-même qui ne nécessitait pas la protection d'une personnalité alternative. Léa a été créée pour te protéger, expliqua le docteur Bernard lors d'une de leurs séances. Elle représente la force et le courage que tu as toujours eus, mais que tu avais peur d'utiliser. Le but n'est pas d'éliminer Léa, mais d'intégrer ses qualités positives à ton vrai moi. La guérison de Manon fut lente, mais régulière. Elle apprit à reconnaître les déclencheurs qui provoqueraient l'émergence de Léa, et elle développa des stratégies pour gérer ses émotions sans se dissocier. Elle commença aussi à comprendre que son traumatisme ne la définissait pas, et qu'elle pouvait être à la fois douce et forte sans avoir besoin de se scinder en des identités distinctes. L'établissement où Manon séjournait offrait également un soutien éducatif, lui permettant de poursuivre ses études dans un environnement sûr. Elle découvrit un talent pour l'écriture, utilisant ses expériences pour créer des histoires puissantes sur le dépassement de l'adversité et la recherche de la force intérieure. Au fur et à mesure que le traitement de Manon progressait, elle commença à avoir moins d'épisodes où Léa prenait le contrôle. Le processus d'intégration était difficile, mais le docteur Bernard était encouragé par les progrès de Manon. « Tu apprends à être entière », lui dit le docteur Bernard lors d'une de leurs séances. « Tu découvres que tu n'as pas besoin d'être deux personnes différentes pour survivre. » Manon acquiesça, se sentant plus ancrée dans sa propre identité qu'elle ne l'avait été depuis des mois. « Je pense que je commence à comprendre que Léa a toujours fait partie de moi. Elle n'était pas ma sœur jumelle. Elle était la partie de moi qui refusait d'abandonner. » La révélation que Léa n'avait jamais été réelle fut difficile à accepter pour Manon. Toutes ces conversations, tous ces moments de sentiments protégés et comprises, ils avaient été les produits de son esprit fracturé, essayant de faire face à un traumatisme insupportable. Mais alors qu'elle travaillait sur ses sentiments avec le docteur Bernard, elle commença à voir Léa non pas comme une perte, mais comme un cadeau que sa psyché lui avait fait quand elle en avait le plus besoin. Le docteur Bernard aida Manon à comprendre que la dissociation était un mécanisme de survie, pas un signe de faiblesse. « Ton esprit a créé Léa parce que tu avais besoin d'elle », expliqua-t-elle. « Elle t'a donné la force de survivre quand tu sentais que tu n'en avais pas par toi-même. » Chloé se remit de ses blessures, bien qu'elle portât des cicatrices physiques et émotionnelles de la rencontre. Ses parents firent initialement pression pour obtenir la punition la plus sévère possible pour Manon, mais au fur et à mesure que les détails de la campagne de harcèlement prolongée de leur fille furent révélés, ils se retirèrent discrètement de la scène publique. Chloé fut transférée dans une école privée et la famille finit par déménager dans une autre ville. L'incident déclencha un examen approfondi des politiques anti-harcèlement du lycée de Saint-Germain-en-Laye. Le proviseur Garnier fut contraint de démissionner, et Madame Moreau dut faire face à des mesures disciplinaires pour son rôle dans la dissimulation du harcèlement. De nouveaux protocoles furent mis en œuvre pour protéger les élèves vulnérables et s'assurer que les signalements de harcèlement soient pris au sérieux. Après 18 mois de traitement intensif, Manon était prête à sortir de l'établissement.
Elle avait fait des progrès remarquables, apprenant à gérer son état et à développer des relations saines avec les autres. La personnalité de Léa existait toujours, mais ce n'était plus une entité distincte. Elle était devenue une partie intégrée du moi complet de Manon. Le docteur Bernard prit des dispositions pour que Manon continue à vivre dans un foyer de groupe supervisé pendant qu'elle terminait ses études. La transition vers le monde extérieur fut difficile, mais Manon était déterminée à se construire une nouvelle vie. Elle s'inscrivit dans une nouvelle école, dans un district différent, où personne ne connaissait son histoire. Elle était nerveuse à l'idée de recommencer, mais elle était aussi excitée par les possibilités qui s'offraient à elle. Elle avait appris à valoriser à la fois sa nature douce et sa force intérieure, comprenant qu'elle pouvait être compatissante sans être faible. Lors de son premier jour dans la nouvelle école, Manon traversa les couloirs avec confiance, mais c'était une sorte de confiance différente de celle que Léa avait possédée. C'était une force tranquille, construite sur la conscience de soi et la sagesse durement acquise, plutôt que sur la colère et la défiance. Elle se fit des amis lentement, choisissant de s'associer à des personnes qui l'appréciaient pour ce qu'elle était vraiment. Elle rejoignit le club d'écriture de l'école et commença à travailler sur un mémoire sur ses expériences, espérant que son histoire pourrait aider d'autres jeunes qui luttaient contre des défis similaires. Manon commença aussi à faire du bénévolat dans un centre de crise local, utilisant son expérience pour aider d'autres survivants de traumatisme. Elle constata que sa capacité à comprendre à la fois le point de vue de la victime et la force du survivant la rendait particulièrement qualifiée pour offrir un soutien et des conseils. Des années plus tard, Manon se remémorerait son parcours avec un mélange de tristesse et de gratitude. Le traumatisme qu'elle avait enduré l'avait presque détruite, mais il lui avait aussi enseigné la résilience et le pouvoir de l'esprit humain à guérir et à grandir. Elle n'oublierait jamais Léa, la protectrice féroce qui avait émergé quand elle avait le plus besoin de force. Mais elle n'avait plus besoin d'être deux personnes différentes pour se sentir complète. Elle avait appris à être entière, intégrant tous les aspects de sa personnalité dans un sens unifié d'elle-même. L'histoire de Manon devint un témoignage de la possibilité de la guérison et de la transformation. Elle prouva que même les traumatismes les plus graves pouvaient être surmontés avec un soutien approprié, de la compréhension et le courage d'affronter ses démons intérieurs. Alors qu'elle se tenait à sa remise de diplôme universitaire, entourée d'amis et de partisans, Manon réfléchit au chemin qu'elle avait parcouru. La fille effrayée et brisée, qui s'était autrefois cachée du monde, était devenue une femme confiante et compatissante qui était prête à faire une différence positive dans la vie des autres. Le docteur Bernard, qui avait assisté à la cérémonie, s'approcha de Manon, les larmes aux yeux. « Je suis si fière de toi, dit-elle. Tu es devenue tout ce que je savais que tu pouvais être. » Manon sourit, ressentant la chaleur de l'accomplissement et la joie d'une connexion authentique. « Je n'aurais pas pu le faire sans toi, répondit-elle. Tu m'as aidé à retrouver mon chemin vers moi-même. » Le voyage avait été long et difficile, mais Manon avait émergé plus forte et plus complète qu'elle ne l'avait jamais imaginé possible. Elle avait appris que la guérison ne consistait pas à oublier le passé, mais à intégrer toutes ses expériences dans un récit cohérent de croissance et de résilience. Son histoire continua à inspirer les autres, prouvant que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours de l'espoir pour la guérison et la transformation. Manon avait trouvé sa voie, sa force et son but, et elle était prête à utiliser les trois pour rendre le monde meilleur.